Bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles petites histoires extraordinaires d'Elisabeth de Caligny. Alors, pour fêter dignement cette fin d'année, on vous en a préparé une tout à fait exceptionnelle, vous allez voir, et je pense que vous allez vous régaler. Bonsoir Elisabeth. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Oui, ça va, mais tu sais, avec cette fin d'année, le chaud, le froid, en ce moment je me lève plutôt avec une voix de baryton, mais là ça va. Bon, écoute, c'est déjà ça. Moi, j'ai toujours ma petite voix de flûte, mais j'ai failli pas l'avoir parce que cette nuit, ça n'allait pas fort et j'ai cru que j'allais avoir une voix de baryton, moi aussi. Alors qu'on aurait fait un duo comme ça. Alors, ce soir, Elisabeth, nous allons donc découvrir un cas très intéressant avec toi. Il s'agit du cas Pauline Picard, un cold case pas comme les autres. C'est exactement ça. Une fois n'est pas coutume, je vais parler vraiment et dans le détail d'une affaire criminelle qui s'est passée en 1922. J'ai une formation d'avocat, comme vous le savez, et je m'intéresse toujours aux affaires criminelles, y compris aux serial killers. J'hésite d'ailleurs à faire une émission là-dessus, parce qu'il y a quand même des trucs très étranges là-dedans, y compris paranormaux très souvent. Mais c'est surtout sur les cas américains. Mais là, très curieusement, c'est un cas français, donc qui concerne une petite fille, comme vous l'allez voir, où il se passe des trucs, mais absolument ahurissants. Il se trouve que ce cas n'a jamais été résolu. On ne sait absolument pas ce qui a pu se passer, c'est resté tel quel. Alors, j'ai essayé de me procurer, puisque l'affaire a plus de 50 ans, les fonds d'archives auprès des archives départementales concernées, c'est-à-dire en Bretagne et en Normandie, puisque vous allez voir qu'il se passe vraiment des choses bizarres. Et malheureusement, j'ai rien trouvé du tout. Donc, je suis partie à la recherche pour reconstituer toute l'affaire dans le détail, des coupures de journaux de l'époque. Et il se trouve qu'à l'époque, la presse était très factuelle et donnait des nouvelles d'affaires judiciaires au jour le jour. Donc, c'est très complet et quand on fait les recoupements avec tout ce qu'ont dit les journalistes, qui n'interprètent pas et qui sont vraiment dans les faits, on arrive à faire un dossier d'instruction finalement. Et maintenant, je vais pouvoir vous raconter l'histoire sur cette base que j'ai reconstituée. Ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai quand même fait d'avril 1922 jusqu'à juin 1923, chaque jour. J'ai épluché tout. Mais ça vaut le coup, vous allez voir. Alors, tout se passe donc en avril 1922. Et très exactement, ça commence au niveau de la publicité de cette histoire, où on commence à le savoir dans le public le 8 avril 1922, puisqu'à la rubrique Faits divers des journaux bretons, et un peu plus tard, à la une des journaux nationaux, apparaît la nouvelle de la disparition d'une petite fille qui s'appelle Pauline Picard et qui est âgée à l'époque de 2 ans et demi. Cette petite fille a disparu mystérieusement dans l'après-midi du 6 avril 1922. Alors, la petite Pauline Picard est la plus jeune fille d'un couple de cultivateurs, d'humbles cultivateurs, qui ont une petite fermette dans un petit hameau perdu d'une commune qui s'appelle Saint-Rivoal, qui se trouve dans les monts d'Arrée, c'est-à-dire vraiment au cœur de la Bretagne profonde. À l'époque, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien du tout. Les gens sont vraiment comme au 19e siècle. Et donc, ces gens ont eu plusieurs enfants, ils en ont 9, et la petite Pauline, je crois qu'elle est l'avant-dernière, quelque chose comme ça. Et donc, cet après-midi du 6 avril 1922, ces gens ont quelques bêtes, ils cultivent un petit peu, mais probablement ils exploitent la tourbe, puisque c'est un endroit, c'est une tourbière, là où ils habitent, mais il y a quelques bêtes. Et les frères et les sœurs aînés emmènent la petite sœur Pauline au pré avec eux, enfin dans la lande avec eux, pour aller faire paître les animaux. Et vers 16h30, voilà que le temps est agité, il y a une tempête qui se lève, et on ne sait pas trop si la petite a eu peur ou ce qui lui a pris, mais voilà-t-il pas qu'elle s'éloigne, et elle s'en va. Donc ses frères et sœurs se disent, bon, elle rentre, elle est petite, elle connaît le chemin, parce que c'est une gamine qui est très débrouillarde, ça vous le verrez plus tard, on en reparlera, et donc ils s'inquiètent pas du tout.
et la gamine disparaît. Et le problème, c'est que quand ils vont rentrer du pré le soir, de la lande, eh bien, c'est la surprise et c'est l'effroi après, c'est que la petite n'est pas rentrée à la ferme. Donc c'est immédiatement la panique, car la nuit va bientôt tomber. Et on se dit qu'elle a dû s'égarer dans la lande. Or, cette lande, vous voyez les photos, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, où il y a des tourbières, où il y a des marécages encore en 1922. Et c'est un endroit hyper dangereux. Et puis, s'il ne fait pas encore très chaud, on est au mois d'avril, la nuit tombe, la petite est couverte, mais sans plus. Si elle passe la nuit dehors, elle risque d'attraper mal. Si elle attrape une congestion pulmonaire, à l'époque, on n'a pas les antibiotiques qui arriveront après la Deuxième Guerre mondiale, ça va être effrayant, elle risque de partir. Donc, tout le monde est vraiment très inquiet. Donc, on va appeler les voisins et tout le monde va se mettre à la recherche de l'enfant. On va pousser des cris, on va fouiller le moindre buisson, le moindre endroit de la lande, à l'intérieur de la ferme également. Mais hélas, la nuit tombe, on est obligé d'arrêter les recherches et on n'a toujours pas retrouvé Pauline. Donc, dès le 9 avril 1922, donc le lendemain des premières parutions, la presse redouble d'efforts pour parler de cette disparition de Pauline, donne son signalement. On explique que ce jour-là, elle était vêtue d'une petite robe à carreaux noire et blanche, qu'elle portait des bas de laine blancs et qu'elle était chaussée d'une paire de galoches. Elle avait un petit tricot aussi sur le dos. Les battues se multiplient dans les jours qui suivent. Évidemment, la police est prévenue, notamment les gendarmes de Brasparts, qui est une commune voisine, où il y a la gendarmerie. Il y a également les gendarmes de Morlaix qui vont venir à leur tour battre la lande, qui vont commencer l'enquête. On regarde partout, on cherche partout, on regarde dans les tourbières, dans les fossés, mais rien du tout, pas le moindre indice. Et les jours passent et la famille est absolument désespérée, on se demande où est passée la gamine. Ça fait des jours que l'on cherche sans le moindre résultat. Et il y a une rumeur persistante qui court. Il y en a qui disent qu'elle s'est perdue et qu'elle a peut-être été mangée par un sanglier. Ça peut arriver, elle était toute petite. Hein. Il y en a d'autres qui se disent que la veille au soir de la disparition de la petite Pauline, on avait vu un drôle de bonhomme que l'on connaît, car il était venu dans la région 6 ou 7 ans auparavant. Il avait même travaillé chez les Picards. Il avait donné la main. C'était comment on appelait ça, les ouvriers agricoles de passage, là. Je ne me souviens plus. Les journaliers. Donc, il avait donné la main aux Picards. Il avait couché même chez eux. Et tout le monde se dit, et si c'était le bonhomme qui avait fait le coup? Et alors, là, il se présentait pour réparer des parapluies. Donc, il frappait aux portes des gens. Donc, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Alors, on en parle aux gendarmes. D'après les souvenirs des uns et des autres, le bonhomme, on l'a déjà vu, mais enfin, on l'a revu. Là, il est pas grand, il est tout petit, il fait entre 1m50 et 1m55. Il a peut-être 50 à 55 ans. Il a une moustache grisonnante, il est vêtu d'un pantalon noir, d'un paletot bleu marine, et il a quelque chose sur la tête d'étrange. Il a une casquette de jockey bleu marine sur la tête. Donc, on peut pas le louper. Tous les gendarmes du canton se mettent à la recherche du bonhomme, de ce raccommodeur de parapluie ambulant, qui a probablement enlevé la fille, tout le monde en est certain. Et à l'époque, et j'ai vu dans les coupures du journaux, il n'était pas du tout rare qu'un enfant soit volé pour être vendu. C'est quand même très curieux, on est en 1922, hein, parce que j'ai vu d'autres articles de journaux sur d'autres affaires, où il y avait des gens qui étaient soupçonnés d'avoir volé un enfant. Donc, on pense que c'est une histoire comme ça. Et puis c'est quand même le suspect idéal parce qu'il a déjà été condamné dans le passé, notamment pour des faits de violence qui se sont passés à Saint-Rivoal. Et puis là, manque de chance pour lui, il vient juste de sortir de prison où il a purgé une peine pour un délit de vagabondage. On va facilement le retrouver, ce suspect. Il s'appelle Christophe Quéromont. On l'arrête à Châteauneuf, qui est une commune assez importante, qui n'est pas très loin de Saint-Rivoal. Et puis on compare son emploi du temps, on l'écoute, on enquête, puis on se rend compte qu'il n'y a rien à voir dans cette histoire-là. Ça ne peut pas être lui. Manque de chance et problème. Mais immédiatement, l'affaire va rebondir, puisque le 25 avril 1922,
Ça se passe à Cherbourg, cette fois, ça n'est plus en Bretagne, mais en Normandie, et c'est quand même bien loin des Monts d'Arrée, cette histoire qui va se passer. Il y a une certaine Madame Roublot, très exactement, qui demeure à Cherbourg, en plein centre de Cherbourg, dans une petite impasse qui s'appelle l'impasse Quespel, et qui va sortir de chez elle, probablement pour faire ses courses, vers 8 heures du matin. Elle descend l'escalier, et en bas de l'escalier, dans le hall de l'entrée de l'immeuble, que voit-elle, gisant sur la première marche? Un objet emmailloté, dira-t-elle au journaliste. En y regardant de près et en fait d'objet, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Elle va découvrir que c'est une jolie petite fille avec des cheveux blonds et des grands yeux bleus qui dort en boule sur la première marche de l'escalier. Elle est vêtue d'habits simples, mais très propres, et elle porte aux pieds des chaussettes, mais surtout des sabots. Et ça l'étonne, cette dame, parce qu'à Cherbourg, c'est quand même une grande ville, on ne porte pas des sabots, il n'y a qu'à la campagne qu'on porte des sabots. Donc, elle se demande qui elle est, elle va voir des gens du voisinage, elle demande aux voisins, aux voisines, si quelqu'un a perdu une petite fille ou si on sait qui serait cette petite fille. Hélas, personne ne sait qui est cet enfant. Alors, elle se résout à faire une chose, c'est d'aller voir au poste de police et d'aller expliquer l'histoire au poste de police. Elle confie l'enfant à une voisine et la voici partie place d'Yvette où elle va rencontrer le commissaire qui s'appelle Monsieur Danois. Celui-ci l'écoute avec beaucoup d'attention, lance une enquête et lui dit « Écoutez, Madame Roublot, en attendant, on ne sait pas trop quoi en faire. Sa mère, on va certainement la retrouver rapidement. Si vous pouvez la garder chez vous. » Ce que va faire cette brave dame. Et elle dira aux journalistes que l'enfant est absolument adorable, elle est mignonne comme tout, mignonne à croquer, dirait-elle exactement, mais alors elle est très curieuse. C'est quand on lui parle, elle ne répond pas. Pourtant, elle a l'air d'entendre, mais elle a l'air de ne pas comprendre ce qu'on lui dit, ce qui est quand même très étrange. Donc, il n'y a aucun échange entre cette dame et la petite fille. Les 48 heures passent et il ne se passe rien. Le commissaire se demande ce qu'il faut faire. Il ne peut pas laisser éternellement chez Mme Roublot la gamine. Donc, on décide, ce qu'on fait habituellement à l'époque, c'est de confier à l'hospice civil de Cherbourg les enfants abandonnés. Parce que ça se terminait toujours à l'hôpital. Hein. Donc, ce sont des religieuses qui vont s'occuper et qui vont accueillir la petite fille. Et ça se passe pas trop mal avec les religieuses. Elle est charmante, elle saute au cou des religieuses, elle est très souriante, mais elle n'articule pas le moindre mot. On se rend compte qu'elle n'est pas sourde, qu'elle entend quand on l'appelle. On lui dit « est petite », elle se retourne, mais elle ne répond jamais, elle ouvre des grands yeux comme si elle ne comprenait pas un mot de ce qu'on lui raconte. Alors on se dit, est-ce qu'elle comprend le français ? Parce qu'à la campagne, on parle encore des patois, que ce soit en Normandie ou dans les environs. Donc cette gamine, visiblement, vient de la campagne, vu ses chaussures, et peut-être qu'elle ne parle pas un mot de français, c'est bien possible. Alors la presse, évidemment, est sur le coup. On fait une photo de cette petite Pauline Picard que vous allez voir. Et donc tous les journaux publient la photo de la petite fille, aussi bien en province qu'à Paris. Et en Bretagne, le journal va circuler. Et c'est un journal parisien, finalement, qui va passer entre les mains des époux Picard, parce que des voisins ont vu une photo où on explique qu'à Cherbourg, on a retrouvé une petite fille. Et là, ces gens sont sidérés, parce que c'est le portrait craché de la petite Pauline Picard. C'est absolument ahurissant. Donc, on amène ça aux parents qui regardent et qui disent « Mais il n'y a pas à dire, c'est notre petite fille, mais qu'est-ce qu'elle fabrique à Cherbourg ?» Ces gens-là ne sont jamais sortis de leur contrée. Donc, une gamine de 2 ans et demi qui disparaît d'un pré et qu'on retrouve 3 semaines plus tard à Cherbourg, c'est quand même bizarre. Mais enfin bon, comme l'espoir est au bout du chemin, ces braves gens, pour la première fois de leur vie, vont prendre le train et vont partir pour Cherbourg. À Guasloudou, évidemment, pendant ce temps-là, c'est les mois. On a mis hors de cause le raccommodeur du parapluie, alors pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? On se dit que c'est peut-être des étrangers aussi qu'on a vus, qui l'ont amené là-bas, qui l'ont enlevé, parce que, j'en reparlerai de ces individus-là. Enfin,
Bon, l'essentiel, c'est que la gamine soit vivante et en bonne santé. Comme d'usage, un juge d'instruction a été saisi du dossier. Ce juge à Cherbourg s'appelle Monsieur David. Il a prévenu aussitôt, quand il a été avisé que Monsieur et Madame Picard arrivaient, puisque les gendarmes locaux de Brasparts ont prévenu. Il a prévenu donc son collègue de Châteaulin en disant voilà, je pense qu'il y a du nouveau dans cette affaire-là et je vais recevoir les parents et je vais leur montrer la petite. Dès leur descente du train à Cherbourg, ces gens-là vont effectivement être accueillis par le juge en personne qui va leur expliquer la situation. Ils sont inquiets parce qu'on leur a dit que la petite était muette, qu'elle ne parlait pas et qu'elle ne semblait pas comprendre tout ce qu'on lui dit. Et peut-être qu'elle ne parle que le breton, après tout, puisque eux sont bretons. Arrivés devant la petite, qu'on leur présente, immédiatement, ils la reconnaissent. Ils la serrent dans leurs bras, ils sont émus, ils pleurent. Bon, vraiment, pour eux, il y a pas de souci. Le hic, c'est que la petite, même si elle ressemble à leur petite Pauline, ne semble pas les reconnaître. En tout cas, pas du tout sa mère, ce qui est très curieux. Et puis, avec un peu de recul, si on la regarde de près, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais c'est pas tout à fait la même. C'est elle sans être elle, c'est assez curieux. Bon, le tête-à-tête dure quelques minutes, le juge David revient au palais de justice avec les Picards. Immédiatement, il leur remet sous le nez une photo que les services de police ont pris d'elle, qui a été diffusée dans la presse, c'est celle-là qu'ils ont vue. Et voici que les Picards s'effondrent de nouveau en larmes en disant « Oui, oui, c'est notre petite fille ». Et ils ont l'air tellement sincères et tellement émus, ces braves gens, que le juge est absolument convaincu qu'il n'y a aucun souci. Bon, on a retrouvé l'enfant, bon, reste à savoir qui l'a amené là, mais enfin bon, pour l'instant, l'essentiel, c'est qu'elle a retrouvé ses parents. Mais le juge ne va pas se contenter de sa première impression tout de même. Il va poser des questions. Il va demander, puisque l'enfant est mutique maintenant, il va demander comment était la petite Pauline, leur petite Pauline avant. Et les parents vont lui dire, d'abord qu'elle est l'avant-dernière de 9 enfants, et qu'elle était très éveillée comme petite fille, qu'elle était très débrouillarde, puis qu'elle était très bavarde. D'ailleurs, elle était capable, tellement elle était débrouillarde, d'aller au village faire les courses toute seule. On pouvait l'envoyer faire les courses à 2 ans et demi. Elle traversait la lande et elle revenait ce qu'on lui demandait. Alors ça fait tiquer le juge. Il dit quand même, en 3 semaines de temps, une gamine qui change autant, c'est quand même très particulier. Et il dit, écoutez, monsieur et madame Picard, on va retourner à l'hospice, on va aller voir votre fille. Donc, ils vont retourner à l'hospice. Nouveau tête-à-tête, 2e fois dans la journée, entre les parents et leur supposée fille. Et là, le juge va constater à nouveau que la petite, si elle fait des grands sourires à monsieur Picard et qu'elle a l'air de réagir, vis-à-vis de Mme Picard, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. C'est comme si elle n'existait pas. Au contraire, même, et c'est encore pire, c'est quand Mme Picard approche celle qu'elle considère comme sa fille, elle prend l'air effrayée. Et pourtant, Mme Picard fait tout pour capter son attention. Elle lui parle en breton. Mais non, il n'y a rien à faire. La gamine ouvre des yeux ronds comme si elle avait vu une étrangère. Et c'est si surprenant que Mme Picard commence à avoir un doute. Elle dit, il me semble bien tout de même que notre enfant était un peu plus grosse. Oh, elle a les mêmes yeux, répond le mari. Oui, elle a les mêmes oreilles, répond Mme Picard. Enfin, en même temps, c'est bizarre. Elle lui ressemble, mais j'ai l'impression que c'est pas la même. Oh. Les voici tous deux bien troublés, le juge aussi. Un médecin légiste, à la demande du juge, a examiné l'enfant et a posé un diagnostic. Il a dit, écoutez, elle peut avoir changé, et si elle est mutique, après tout, et qu'elle ne parle plus, elle n'a pas l'air d'être sourde en tout cas, ce n'est pas étonnant. Parce que si elle a été raptée dans des conditions compliquées, qu'elle a subi un choc, sans rentrer dans le détail, eh bien, elle peut très bien être devenue amnésique. Donc, elle a perdu ses souvenirs. C'est pour ça qu'elle ne vous reconnaît pas. Le juge David ne sait plus que penser.
Que faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est le procureur de la République qui décide. Donc, il en réfère au parquet et Monsieur Lemonnier, qui est le procureur de la République de Cherbourg à l'époque, décide que les Picards doivent rester 24 heures encore à Cherbourg, le temps de la réflexion. On va réfléchir de part et d'autre. Donc, c'est ce qui va se passer. Et durant ce laps de temps, le concierge de l'hospice, qui est un bon breton, a retrouvé des pays, comme on dit. Donc, il invite les Picards à déjeuner dans sa loge et il s'arrange pour que les religieuses lui amènent la petite Pauline. Donc, il va y avoir un déjeuner. Le bonhomme relatera à la presse plus tard qu'à ce moment, la fillette a totalement ignoré sa mère, comme d'habitude, et n'a eu de regard, de sourire, de grâce que pour son papa, exactement comme la veille devant le magistrat. Et le lendemain, les Picards se retrouvent à nouveau dans le bureau du juge David, qui leur demande où ils en sont de leur réflexion. En d'autres termes, est-ce que la petite fille qui se trouve à l'hospice de Cherbourg est la vôtre ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Le père répondra d'une voix ferme qu'il a bien reconnu sa fille, que c'est bien elle et qu'il n'a aucun doute. La mère sera un peu plus modérée. Mais enfin bon, le juge n'est pas plus royaliste que le roi. Ça a l'air d'aller. Donc, eh bien, je vous confie votre fille, vous allez la ramener en Bretagne, mais par précaution, je vais vous faire accompagner par 2 dames de l'hospice. En fait, ça sera un petit peu des enquêtrices, c'est pas dit comme ça au Picard. Enfin bon, ce sont des infirmières, elles s'occuperont bien de la petite s'il se passe quelque chose en route. Il a envie de savoir un peu plus comment ça va réagir. Il n'est pas fou, le juge, quand la petite va revenir et comment les frères et sœurs vont réagir, les voisins et tout ça. Donc, il a envoyé 2 observatrices. On arrive en Bretagne. Et d'ailleurs, pendant le voyage, elle était curieuse, la gamine, parce que elle va être complètement dans le vague la plupart du temps. Elle va quand même prononcer 3 mots en breton, papa, oui et non, c'est tout. Rien d'autre. Sinon, le reste, c'est absolument inintelligible, ce sont des syllabes, on ne comprend pas. Bon, mais comme le médecin a dit qu'elle était amnésique, hein, c'est bien normal. Donc, le 11 mai, les Picards sont de retour à leur domicile à Gosselidoudou. Les frères et sœurs reconnaissent immédiatement leur petite Pauline, leur petite sœur, lui font bon accueil. Les voisins se pressent. Ils reconnaissent tous Pauline. Tous, sans exception. Le commerçant, tout le monde reconnaît Pauline. C'est bien Pauline. Il y a un médecin qui va venir de Sizun, qui s'appelle le docteur Mazet, qui va être appelé et qui va examiner la petite Pauline. Bon, ça, c'est à la demande du juge de Châteaulin, donc juge breton, juge d'instruction breton. Et lui, il va trouver que cette gamine a l'air quand même très perturbée. Elle a l'air d'une sensibilité nerveuse extrême. Il dira d'ailleurs dans son rapport qu'elle est dans un état de dépression physique caractérisé. Et lui aussi conclura à ce qu'elle est probablement frappée d'amnésie. Mais bon, la fillette est au bon air, elle est entourée de beaucoup de tendresse, tout le monde vient la voir, ses parents sont ravis, les frères et sœurs aussi. Donc en 3 jours, elle se retape. Elle est enjouée et semble presque heureuse, même si de temps en temps, elle a des moments où elle a l'air perdue. Enfin, elle joue avec les autres enfants. Elle va même sembler reconnaître un journalier qui travaillait de temps à autre chez les Picards, un vieil homme. Elle va jouer avec lui, puis elle va lui tapoter sur le crâne. Donc, on en déduit qu'elle doit commencer à reconnaître des gens. Tout va pour le mieux. Mais bon, les jours passent. Elle est toujours aussi maître qu'une carpe. Et toujours aussi distante vis-à-vis de sa mère. Elle lui jette plus un cil. La pauvre femme qui adore ses enfants a le cœur complètement brisé. Bon, mais bon, ça va s'arranger. Quand elle va retrouver la mémoire, il n'y a pas de souci. En attendant, les 2 dames de l'hospice de Cherbourg vont reprendre le train pour repartir en Normandie. Et les choses vont s'arrêter là. Mais l'enquête va quand même suivre son cours aussi bien du côté normand que du côté breton. Se pose évidemment la question de savoir qui aurait bien pu enlever l'enfant. Monsieur Labourie, qui est le chef de la brigade mobile de Rennes, là on est carrément dans la capitale bretonne, et qui est venu sur place avec ses zélés collaborateurs jusqu'au hameau, va voir la fillette. Il va demander à Monsieur Picard ce qu'il pense de tout ça. Monsieur Picard, à nouveau, va être formel. Il dit, c'est bien mon enfant, j'en suis sûre. Même si elle a un petit peu changé physiquement, je suis sûre que c'est elle.
Mais les gens, ces gendarmes vont constater, ces policiers vont constater que la gamine, elle est quand même très bizarre. Elle n'a pas l'air aussi en forme que ça. Il y a des moments où elle a l'air affaiblie. Elle est souvent prostrée, parce qu'ils vont rester plusieurs heures dans la maison des Picards. Et elle est quand même... c'est pas normal. Elle se tient pas debout. Elle tombe souvent par terre. Elle part en arrière. Elle émet des petits cris plaintifs. Puis cet air égaré qu'elle a. Il y a des moments où elle a des gestes convulsifs, comme si elle avait des sursauts. Donc c'est assez curieux. Et le divisionnaire est quand même très perplexe. Et il comprend maintenant pourquoi, parce qu'il a eu le dossier quand même du juge David, enfin le retour en tout cas du premier interrogatoire chez le juge, et commence à comprendre un petit peu pourquoi les parents ont eu un premier doute, un doute lors de la première entrevue avec cet enfant, parce qu'elle est vraiment très différente de ce que ces gens vont lui expliquer de ce qu'elle était avant. Mais enfin bon, le divisionnaire va l'entendre dire ya en breton quand on lui propose du pain. Elle va appeler le chat d'un mot breton. Bon, le divisionnaire dira aux journalistes qu'elle a certainement subi de très mauvais traitements lors de son rapt, que les ravisseurs l'ont fait du mal et ça va revenir, quoi. Il va dire quelque chose d'assez bizarre aussi, ce divisionnaire. On ne saura jamais trop pourquoi il a dit ça aux journalistes. Il dira que la petite a peut-être été victime d'un traitement occulte. Est-ce qu'il pense à la sorcellerie ? Peut-être. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en consultant, en compulsant les journaux, et notamment Ouest Éclair, qui était la gazette du coin que tout le monde lisait à Saint-Rivoal, eh bien, je vais tomber à plusieurs reprises sur des histoires de sorcellerie. C'est extrêmement fréquent dans le coin. Il y a des jugements qui ont été faits vis-à-vis de sorciers, de gens supposés être sorciers. Alors être sorcier, des fois, ça suffit. Il suffit d'être guérisseur et de faire des passes magnétiques et des trucs un peu bizarres. On va avoir des soucis, surtout quand les clients sont pas contents. Les cartomanciennes, les voyantes en prennent un petit coup aussi en passant. Enfin bon. Donc, il y a quand même des histoires de sorcellerie, il y a des bêtes dont on prétend qu'elles ont été ensorcelées par des voisins. Enfin, c'est assez fréquent. Donc, peut-être qu'est-ce que c'est pour ça que le divisionnaire a parlé d'un traitement occulte. Enfin bon, il va quand même repartir de chez les Picards, absolument convaincu que ça doit être leur petite fille. Des gendarmes vont continuer leur enquête dans la lande, chez les voisins. Ils vont interviewer, si je puis dire, tous les gens de la lande. Alors, un monsieur Mével, qui est le meunier de Pont-Glaze. Également, messieurs Mignon et Cariou. Tous se montreront affirmatifs. Oui, la gamine qu'ils ont vue au retour de Cherbourg est bien la petite Picard. Une autre, madame Cariou, qui habite dans un hameau pas très éloigné, à peu près 1 kilomètre de Goisse-à-Loudou, va déclarer quand même un truc intéressant. Elle va dire que le jour du rapt, vers 18h, elle a reparé 2 individus qui se trouvaient dans la lande, mais qui n'étaient pas du tout de la région, qui n'étaient pas de chez eux. Hein, tout le monde se connaît là-bas. Et c'était près des roches de Stade-Nérez, un lieu complètement désertique, couvert d'ajoncs, où il y a un petit vallon, on peut très bien se cacher pour faire un mauvais coup. Donc ces inconnus, elle les a vus de loin discuter ensemble et ils avaient l'air de surveiller tout autour de ce qui se passait comme s'ils étaient sur leur garde. Et cette dame dira aux enquêteurs que c'était peut-être un complice du fameux raccommodeur de parapluies qui pourtant a été mis hors de cause, mais sait-on jamais. Donc l'enquête se poursuit en Bretagne, mais l'enquête se poursuit également à Cherbourg. Et le juge, avant l'avenue des Épicards, avait reçu un avertissement des policiers disant que 2 dames, qui étaient des vendeuses dans un commerce de légumes de la rue Gambetta à Cherbourg, ces dames s'appellent Madame Esnol et Madame Picot, avaient été confrontées à une histoire bizarre. En fait, elles avaient vu un jour arriver une femme assez jeune, de pauvre mise, accompagnée d'une petite fille blonde aux grands yeux bleus. Et cette dame avait essayé par 2 fois, 2 mardis de suite, de leur confier l'enfant, en prétextant qu'elle avait un rendez-vous proche, auquel elle ne pouvait pas emmener la fille, chez un certain monsieur Jeanne.
Et comme la deuxième fois, bon, à chaque fois, elles ont refusé, mais la deuxième fois, la dame, la mère de famille apparente, s'est pas cassé la tête, elle a carrément laissé la petite et elle a commencé à partir en courant. Donc les vendeuses lui ont couru derrière avec la petite et lui ont remis la petite en lui disant qu'il n'était pas question de la garder. Donc c'était quand même quelque chose d'assez surprenant, enfin assez surprenant en tout cas pour que la police soit mise au courant dans le cadre de cette enquête. Bon, on va enquêter, mais finalement, ça donnera rien parce qu'on ne retrouvera jamais la femme en question et ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Alors, va y avoir des examens. Le 21 mai, un médecin légiste de Plébène, qui s'appelle le docteur Douriou, donc il est commis pour examiner l'enfant, pour voir où elle en est au niveau santé. Et il va dire qu'elle se tient bien sur ses jambes, qu'elle ne présente plus aucun signe apparemment de traumatisme, sauf ces sursauts convulsifs absolument inexplicables de temps à autre, qu'elle semble sensible à la langue bretonne, bien qu'elle n'en prononce pas un mot, qu'elle n'a pas l'air d'être sourde. Et puis, il va constater que derrière l'oreille droite, et ça c'est important pour ce que je vais vous raconter plus tard, eh bien, elle a une petite tache rouge et il va constater que son papa, Monsieur Picard, son supposé papa, a exactement la même tache derrière l'oreille. Donc pour lui, il n'y a pas de souci, ça ne peut être que la fille de son père. Donc le problème est réglé, ou presque. Ou presque. Parce que maintenant, on en arrive à la phase de l'horreur. Et la phase de l'horreur, elle va se dérouler le 25 mai 1922, en fin de matinée. Vous avez un paysan, pas très loin du Bois-Salle-Loudou, qui s'appelle Monsieur Lemeur, c'est à peu près à peine à 2 kilomètres. Et ce Monsieur Lemeur, qui est un paysan d'un voisin, donc, s'en vient chercher ses vaches dans la lande. Et c'est alors qu'une odeur absolument déplaisante lui révulse les narines. Ça sent la charogne à plein nez. Il pense qu'un animal est mort, un veau, un mouton, un renard, il n'en sait rien. Enfin, il s'approche du buisson, enfin, il suit l'odeur. Hein. Et là, il va avoir un sursaut. Sur un buisson d'ajonc qui fait à peu près 1 mètre de haut, eh bien, il voit accroché un petit cachet. Lorsqu'il s'approche, c'est pire que tout, car ce ne sont pas les débris d'un animal qu'il va trouver sous ses yeux, mais à demi enfoui dans un buisson. Il voit un petit bras, sans main, à moitié rongé, puis ce sera un petit corps nu et décapité, très mutilé en décomposition. Au torse ne tient plus qu'une jambe, recouverte encore d'un bas de laine blanche, et dont le pied est chaussé d'une galoche à semelle de bois. L'autre jambe manque, ainsi qu'un bras. Il y a des mèches de cheveux blonds qui sont attachées aux épines, et comble de l'horreur, une grosse tête gît à distance du cadavre. Le plus choquant, c'est qu'à côté de ce cadavre, sur un petit talus, il y a soigneusement aligné l'autre galoche, la petite robe à carreaux noir et blanc, soigneusement pliée, et un bas de laine blanc. Il sait comment la petite était habillée ce jour-là, tout le monde le sait. Donc il a compris qu'il vient de retrouver les restes de la petite Pauline Picard. Donc retourné par cette vision d'horreur, le voici à grandes jambes parti prévenir les gendarmes de Brasparts. Et il va les accompagner jusque chez les Picards, ces braves gendarmes, au Bois-Salle-Loudou pour annoncer la mauvaise nouvelle. Donc on explique ce qu'il en est. Monsieur Picard, retourné, part dans la lande avec les gendarmes. Il est accompagné du brigadier Boissel, lequel fera immédiatement les premières constatations et débutera son enquête. Et ce gendarme va tout de suite voir, en examinant la petite robe, qu'il y a quelque chose d'assez curieux. C'est que cette petite robe s'attachait dans le dos. Il y avait une dizaine d'agrafes et toutes les agrafes sont tordues, comme si on avait arraché la petite robe. Monsieur Picard, quant à lui, reconnaît sa petite Pauline. Enfin, il reconnaît surtout les vêtements, puisque ce qu'il voit, non seulement est insoutenable, mais est absolument méconnaissable. Les voisins alertés se précipitent aussitôt dans la lande pour veiller le petit cadavre, le temps que le maire soit prévenu. Peu après, ce maire ordonnera que les restes de l'enfant soient transportés jusqu'à Rivoal et déposés dans une maison inhabitée de la place de l'église. La brigade mobile ne va pas se déplacer pourtant tout de suite. Elle ne viendra que 2 jours plus tard.
Elle est représentée par ses plus familiers, dont le commissaire Bédouet et son adjoint, l'inspecteur Chelin. Le docteur Dourioud-Plébène, qui avait déjà examiné Pauline, la petite Pauline Picard de retour de Cherbourg, enfin la supposée Pauline Picard, est à nouveau commis par le parquet de Châteaulin pour examiner les restes qui sont exposés dans une maison. Alors celui-là n'est pas légiste, c'est simplement un médecin, un médecin généraliste. Donc il va regarder et il ne se prononce pas. Mais il est très choqué par un détail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça filtrera parce qu'il est tellement surpris qu'il va le dire et ça va arriver aux oreilles du journaliste. Il y a un truc qui ne va pas et ce truc, c'est que la tête que l'on a retrouvée à côté du corps n'a rien à voir, semble-t-il, avec le reste du corps. Elle est bien trop grosse. On dirait une tête d'homme. Même si on n'arrive pas à voir ce que c'est pas la tête d'une enfant. C'est pas la taille qui devrait correspondre au cadavre. Enfin bon. Pas plus royaliste que le roi, il va donner ses conclusions au parquet de Châteaulin et les légistes se débrouilleront avec cette histoire-là. En attendant, les suppositions vont bon train. Certains pensent que la petite a dû s'égarer, qu'elle a dû marcher dans le mauvais sens. Effectivement, le corps a été retrouvé, enfin le cadavre, ce qu'il en reste, a été retrouvé à peu près 1800 mètres de la ferme de Goissalboudou, dans la direction opposée du hameau d'ailleurs. Bon, tout le monde se dit qu'elle a dû prendre froid, qu'elle a dû mourir dans la nuit, puis peut-être qu'il y a des bêtes qui l'ont à moitié dévorée, c'est possible. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a dû être enlevée, parce que quand même cette histoire de vêtements bien alignés à côté, c'est pas un renard et c'est pas un sanglier qui va faire ça. D'autres vont dire que c'est peut-être pas Pauline Picard. Après tout, l'enfant ramené de Cherbourg, ils l'ont vu. C'était bien Pauline Picard. Donc ça, on sait pas ce que c'est au fond. Même s'il y a les vêtements, Puis ils sont pas fous quand même, les Picards. Ils ont bien reconnu leur fille. Puis les voisins non plus, ils sont pas fous. Donc alors, on sait pas trop. En tout cas, ça jase. Les avis divergent. Les uns et les autres ont leur avis. Et on commence à refouiller la lande. La lande est refouillée de fond en comble. Et on ne trouve aucun indice. Rien, strictement rien que ce qui a été vu. Les gendarmes sont sur les dents. La gendarme mobile de Rennes, qui a aussi fouillé, continue de fouiller, mais il n'y a rien qui se passe. On interroge tous ceux qui ont fait les battues, un à un, les voisins, les paysans, les gendarmes de Brasparts, l'adjoint au maire de Brasparts, monsieur Massénac, qui s'était donné beaucoup de mal pour organiser les battues. Tout le monde est interrogé. Et tout le monde dit quoi? Qu'ils sont tous passés à l'endroit où le petit cadavre a été retrouvé et qu'il n'y avait rien. Puis il y a les chasseurs aussi qui vont donner leur avis. Ils vont dire, mais si c'était une bête qui avait fait ça, un sanglier, un renard ou autre chose. Les bêtes, elles attaquent toujours aux entrailles, au ventre. Et là, miraculeusement, le seul endroit qui n'a pas été blessé, torturé, c'est précisément l'abdomen. Donc ça ne peut pas être une bête sauvage. Ça ne peut qu'être un sadique pour les chasseurs. Et puis, il y a la disproportion de la tête. Ça, tout le monde l'a en tête, parce que les journalistes l'ont repris. Les Picards sont dévastés, ils ne savent plus quoi penser. Ils ont une petite fille à la maison qui ressemble à leur fille, donc ils sont persuadés, surtout Monsieur Picard, que c'est bien elle. On a un cadavre sur les bras qui pourrait être bien que leur fille aussi. Que faire? Monsieur Picard arrête pas de dire, mais c'est horrible, je croyais bien que l'enfant retrouvé à Cherbourg était la mienne, je m'étais trompée alors. Ma fille est morte, on l'a tuée. Elle a peut-être été mangée par des renards. Tous deux disent hier, on pensait que la petite de Cherbourg était la nôtre, mais maintenant on ne sait plus quoi penser. Pourtant, elle a l'air d'être la nôtre. Oh, c'est une horreur. Que faire? Dans les journaux, il y a des journalistes qui ne sont pas tendres. Ils se disent quand même, on a bien retrouvé le cadavre qui doit être celui de la gamine Picard, mais comment se fait-il que Madame Picard, mère, qui a l'air sincère, ait pu se tromper à ce point sur son enfant, alors qu'elle en a eu 9, quand même, une mère de famille, ça se trompe pas.
C'est un grand point d'interrogation. Le juge d'instruction Amaury de Châteaulin, qui est d'intellectuel prudent, ne se précipite pas. Lui ne fait aucune déclaration à la presse. Il tient à ce que les choses soient faites dans l'ordre, dans les règles et dans les principes de la procédure, c'est-à-dire autopsie. Donc, l'autopsie va être discrètement effectuée, réalisée à l'aube du 28 mai à 6 heures du matin, donc dans la maison inhabitée de Saint-Révoil, par les docteurs Gouriot et Le Gall, venus exprès de Châteauneuf. Ceux-là sont des médecins légistes. Et ceux-là vont rendre un rapport. Ils vont mentionner que sur le corps ne figure aucun coup. Mais bon, le corps est dans un tel état de décomposition que c'est un peu difficile à discerner quand même. Pour ce qui est de l'analyse de la tête, alors ça c'est très curieux, car ils n'ont fait aucune référence à l'anomalie qu'a constatée leur confrère, c'est-à-dire une tête énorme par rapport au reste du corps. Ils vont se limiter à dire qu'il y avait une grosse fracture de l'os occipital, que la partie brisée s'était largement enfoncée dans la boîte crânienne, et surtout, ils vont dire que quand ils ont ouvert la boîte crânienne, il n'y avait plus de cerveau du tout. C'est quand même pas banal. Plus une once de cervelle. Mais ils n'en tirent aucune conclusion pour autant. Le même jour, à 14 heures, ah oui, ils vont prélever les viscères également, qu'ils vont préciser dans leur rapport, envoyer à un laboratoire. Le même jour à 14 heures, et avant même le retour des analyses des viscères par les laboratoires, le juge Amaury, qui va être accompagné du procureur de la République, M. Béliard, vont débarquer à Guassaldoudou, à la ferme des Picards. Ils vont annoncer aux Picards que c'est bien, hélas, le cadavre de leur fille que l'on a retrouvé, et que de toute évidence, il s'agit d'un accident. Point final. Et que maintenant, il faut enterrer l'enfant. Madame Picard est dans un état absolument épouvantable. Si la justice le dit, c'est que ça doit bien être sa fille. Et son mari, qui avait vu la petite robe, les restes du cadavre, lui avait dit, tu sais, c'est probablement Pauline. Donc son mari ne s'est pas trompé. Et pourtant, ces deux-là ne comprennent pas. Parce que celle qu'ils ont bien vivante sous leur nez, c'est Pauline. C'est la panique. C'est la panique dans leur tête, ils ont des sentiments contraires, ils sont complètement bouleversés, toute la famille là, et les frères et sœurs aussi. Le soir même à 19h, le procureur de la République, M. Béliard, va convoquer la presse. Il va se fendre d'une déclaration publique pour confirmer que le cadavre de Lalande est bien celui de la petite Pauline Picard, que c'est accidentel, circulé, il n'y a plus rien à voir. Quelques heures plus tard, très curieusement, le petit cadavre va être inhumé à la nuit, au début de la nuit, dans la précipitation au cimetière de Saint-Révoil. Ça aussi, c'est quand même pas banal. Donc le dossier se referme. Sauf que il y a 3 cultivateurs qui vont revenir voir les gendarmes après l'enterrement et qui vont dire « Nous, le 26 mai, on est passé, en allant à Saint-Révoil, près du Guassaldoudou. Et on a été incommodés par une sacrée odeur. » Donc ça, c'était le lendemain, le 26 mai, de la découverte du cadavre. Une odeur de charogne absolument épouvantable. Sauf que cette odeur de charogne, où ils n'ont pas osé aller voir, eh bien, ça n'a pas eu l'air d'interpeller les gendarmes du tout. On ne saura absolument pas s'ils ont été voir sur les lieux ou pas. Donc ça, c'est quand même curieux. Donc, on a un cadavre, une petite fille qui ressemble à une autre petite fille, mais qui n'est pas la petite fille. On a un accident qui est déclaré avant toute fin d'enquête et d'instruction et d'analyse par les juges, un cadavre qui est entouré à la va-vite, des journalistes qui ont bien rendu compte de tout ça, une population qui a tendance, comme toutes les populations, à y aller de ses avis. Alors, il n'y a pas de coupable là-dedans. C'est ça l'ennui, parce qu'on a tout sauf le coupable. Alors, eh bien, il faut bien qu'il y ait un coupable. Donc, on commence à accuser la justice et la police. Et puis, il y a des rumeurs qui reviennent. On se souvient qu'à la foire de Brasparts,
Picard, qui est juste à côté du Bois-Saint-Loudou, juste après la disparition de la petite, il y a des gens qui disaient que la mère Picard, elle n'est pas si nette que ça. Elle aurait vendu sa gamine pour 20 000 francs. Les journalistes vont donc aller enquêter sur cette rumeur et on ne découvrira jamais qui a dit ça. Évidemment, c'est la multitude absolue. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, attendez, Mme Picard, on la connaît par cœur. On a vu comment elle était avec ses enfants et tout. Elle ferait jamais une chose pareille. Et pourquoi? Elle n'a aucune raison de le faire. Il peut y avoir autre chose aussi qui va un petit peu interloquer les gens, parce qu'ils ont lu dans les journaux, suite à des fuites qui ont eu lieu, ou des déclarations des juges ou des médecins, c'est que la petite Pauline Le Goas, du Goas-Saint-Loudou, celle la vraie, enfin, est-ce qu'on sait qui est la vraie maintenant? Celle d'origine mesurait 77 cm de haut. Or, celle qui les ont ramenés de Cherbourg ne faisait que 60 cm. Donc, il y a 17 cm de différence, ça fait quand même beaucoup. Comment sa mère aurait pu se tromper à ce point-là? Et pourtant, nous, on l'a vu, la gamine. Ça a l'air d'être la petite Pauline. Et on met de plus en plus Madame Picard en cause. Oui, elle savait très bien, elle a vendu sa fille, ou elle l'a peut-être fait tuer, ou c'est peut-être un trafic, enfin bon, une histoire horrible. Il y aura même une histoire sinistre disant qu'elle aurait vendu l'enfant à des notables qui ne pouvaient pas en avoir. Il y aurait eu un accident, la gamine serait morte, qui s'en serait débarrassée. Enfin, un truc glauque de chez glauque. Mais enfin, j'ai trouvé qu'une seule source là-dessus, donc je m'étendrai pas. Mais enfin, en tout cas, ça va très loin. Et il y a quelqu'un qui est extrêmement choqué, c'est le recteur. Alors, le recteur, c'est le curé. Alors, le recteur Leroy, qui est donc le recteur de Saint-Rivoal, il connaît bien sa paroissienne, Madame Picard, et il trouve ça innommable. Donc, il a décidé de défendre cette dame avec 2 conseillers municipaux pour dire maintenant vous arrêtez. Hein. C'est une femme honorable, cette Madame Picard, elle n'aurait jamais pu commettre un tel fait. Hein. Qu'on se le dise et surtout que l'on se taise. Et l'Église, à cette époque-là, surtout en Bretagne, avait encore du poids. Monsieur Picard ne sera pas plus épargné. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire grief aussi à lui d'autres choses. C'est que quand sa petite fille a disparu au mois d'avril, eh bien, c'était pas lui qui a été signalé la disparition aux gendarmes, mais c'est son frère. Ben oui. Il était dans un tel état, il cherchait partout, ça peut se comprendre. Mais ça, les gens ne le comprennent pas, donc on commence à le titiller également. Alors la justice est mise en cause, oui, qu'est-ce que c'est que ces juges qui ne sont pas capables de retrouver des coupables? Qu'est-ce que c'est que ces gendarmes qui ne se déplacent pas au moment? Parce qu'on va reprocher au parquet de Châtelain notamment de s'être déplacé 3 jours après la découverte du cadavre sur les lieux, alors que les gendarmes de Brasparts avaient prévenu immédiatement. On dit que tous ceux qui ont mené l'enquête, finalement, à part les gendarmes de Brasparts qui ont fait leur boulot, ce sont les gendarmes locaux, tous ceux de Morlaix, de Rennes, de Châtelain et tout ça, ils sont venus faire les beaux, mais il s'est rien passé. Et puis de toute façon, on aurait dû découvrir ce truc plus tôt. Et puis il y a quand même 150 personnes, à 200 personnes qu'on fait la battue. Il n'y avait rien avant, donc on a retrouvé après. Donc si on a retrouvé après, c'est qu'il y a bien un coupable qui l'y a mis, enfin, etc., 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 etc. Et puis, il va y avoir quelque chose de bien étrange. Il y a cette histoire de viscères au laboratoire. On n'en a pas de nouvelles. Jusqu'à la mi-juin 1922, une rumeur circule comme quoi les résultats d'analyse par le laboratoire de Rennes ont été rendus. Donc, on va y voir plus clair sur le résultat de l'autopsie. Donc, les journalistes vont contacter le laboratoire de Rennes qui va leur dire « Mais attendez, on n'a rien eu, on n'a jamais eu on n'a jamais été missionné, on n'a jamais eu les viscères. » Ah bon? Donc les journalistes vont continuer à enquêter, ils vont téléphoner à l'école de médecine de Rennes. Rien. Ils vont téléphoner à tous les laboratoires du coin. Rien. Tous les prélèvements qui ont été faits par les légistes ont disparu. On ne sait pas s'ils ont été emmenés pour analyse. En tout cas, il n'y aura jamais aucun résultat. Rien. Ça aussi, c'est quand même très troublant.
Il va y avoir le comportement d'un cultivateur voisin. En plein moment où la presse cherche un coupable et s'enflamme. Hein. Et ce cultivateur, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Yves Martin. Et tout le monde dit qu'il se serait présenté chez les Picard le jour où la petite Pauline a été ramenée de Cherbourg. Sans plus de façon, il va demander à Madame Picard de lui montrer la petite fille qu'elle a ramenée de Normandie. Et Madame Picard, tout enjouée, très joyeuse, puisqu'elle a retrouvé sa fille, enfin elle le croit en tout cas, eh bien va lui présenter la petite Pauline. Et comme il s'exprime en français, l'enquêteur qui se trouve à ce moment-là, car il y a un gendarme qui est à ce moment-là dans la pièce, il dit « Mais monsieur Martin, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous voulez voir cette gamine ?» Et l'homme se serait levé à ce moment-là, se serait exprimé en breton, il ne parlait plus français, et il aurait dit « Dieu est juste, c'est moi le coupable ». Il aurait dit ça à Madame Picard, qui lui aurait répondu « Mais personne ne vous accuse, Père Martin ». Après cela, les versions divergent. Certains disent que l'homme serait parti en courant dans la lande en riant comme un dément. D'autres disent que lorsqu'il aurait vu Pauline, il serait tombé sur une chaise et il serait resté immobile comme en état de catalepsie. Enfin, il y a une chose qui est certaine, quelles que soient les versions, c'est que le 17 mai, quelques jours plus tard, hein, pas très longtemps plus tard, il va être interné à l'hôpital psychiatrique de Quimper, où il va rester pour un bon moment, parce qu'il est devenu complètement fou allié. Voilà. Cet Yves Martin ne sera jamais suspecté. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avant cette histoire, il avait un grain, comme on dit vulgairement. En fait, cet homme avait eu un accident de voiture. Alors là, à l'époque, je ne vous dis pas, les voitures tombaient dans les ravins, écrasaient les gens. Enfin bon, c'est une horreur. Il suffit de lire le journal tous les jours. C'est un vrai cauchemar. Entre les avions qui tombent, parce que c'est le début de l'aviation, les bateaux qui coulent, les voitures, les trains qui écrasent tout le monde. C'est une horreur. Vous lisez la rubrique des faits divers de 1922, c'est cauchemardesque. Enfin bon. Donc, il a eu un accident de voiture et depuis 2 ans, il est un peu farfelu, il est pas bien, quoi. Donc, bon, en voyant la petite Pauline, peut-être que ça l'a fait réagir, hein, c'est possible. Hein. Et puis, il y a une autre rumeur qui va se propager le concernant. Certains vont dire « Ah bah oui, mais il est devenu fou, pourquoi? Parce qu'il pensait qu'elle était morte. » En fait, cet homme-là aurait été le témoin de l'assassinat de la petite Pauline. Et l'assassinat, on sait qui c'est. C'est un membre de la famille qui avait l'habitude de battre comme plâtre la petite Pauline. Donc lui, il l'a vu, et quand il l'a vu, cette Pauline qui pensait morte, eh ben, ça lui a fichu un choc comme il était déjà pas net. Bon, tout ça, c'est du blabla, c'est du délire. Enfin, pour la justice, l'affaire est réglée. Hein, puisque le procureur de la République a dit c'est un accident, la petite Pauline que vous avez chez vous, Madame Picard, faut la renvoyer à Cherbourg. Donc il est question de faire repartir l'enfant à Cherbourg. Le juge David, lui, avait refermé le dossier, puisque les parents avaient été retrouvés, sauf que là, il est obligé de le rouvrir. Parce que, bah, voilà. Alors il se pose des questions, le brave juge. Il se dit, mais qui c'est cette gamine? Personne ne l'a réclamée. Elle n'est pas sourde, elle n'est pas muette, mais elle ne comprend pas le français. Elle ne parle pas très bien, elle n'a pas l'air de comprendre le français. Ce qui est toujours mutique. Hein. Est-ce que ce ne serait pas l'enfant de migrants de passage à Cherbourg? À l'époque, vous le savez, il y avait les transatlantiques. Hein. Il y avait toutes les classes de gens qui partaient, qui débarquaient. Il y avait beaucoup d'étrangers qui passaient par Cherbourg. Bah tiens, il se dit qu'il faudrait peut-être avoir l'idée de faire écouter des gens parlant dans des langues étrangères à la petite fille. Peut-être qu'elle en reconnaîtra une et qu'on saura au moins de quelle nationalité elle est, si elle n'est pas française. Donc, lorsqu'elle sera de retour, il lui fera écouter des gens parlant en langue étrangère. Et puis, à ce moment-là, voilà qu'il va apprendre par la presse que de nouveaux éléments sont surgis en Bretagne. On découvre que les enfants Picard ont menti sur la disparition de leur sœur. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'elle était retournée à la maison. En fait, non, ils vont finir par avouer que la petite était partie dans un sens contraire, on ne sait pas trop pourquoi,
qu'elle était partie loin, qu'ils l'avaient vue, puis après, comme elle bougeait plus, ils se sont dit, elle va revenir. Puis ils l'ont oubliée. Ils s'en sont pas inquiétés. Puis quand ils sont rentrés, ça le faisait plus. Bon. Puis il va y avoir un autre événement absolument ahurissant. Mais alors, ahurissant, vous allez voir. Voilà que le juge de Cherbourg, qui s'est remis à bosser sur le dossier, va apprendre par voie de presse qu'une certaine Madame Picard, mais qui habite cette fois à Paris, prétend lui avoir écrit pour demander à voir la petite Pauline. Et elle estime que c'est sa petite fille qu'elle a élevée. Donc, cette dame est manutentionnaire, donc elle travaille à Paris. Immédiatement, les journalistes se précipitent chez le juge David. Alors, monsieur le juge, vous ne répondez pas aux gens. Le juge dit, mais j'ai jamais reçu de lettre, moi. Elle a dû écrire à un autre magistrat, peut-être que le magistrat breton à Châteaulin. D'ailleurs, je vais écrire à mon confrère qui aurait pu me prévenir. Bon, en attendant, Madame Picard, manutentionnaire de son état, se répand dans la presse. Et on sait qu'elle a élevé sa petite fille, qu'elle a reçue en garde de la part de sa fille qui est malade et qui n'est pas en forme, alors qu'elle avait 5 semaines, que la petite fille s'appelait Poupette, que sa fille était mariée à un Anglais qui s'appelait Monsieur May, et que le 18 février 1922, les époux May, donc la fille de cette Madame Picard et son mari britannique, avaient repris la petite fille, la petite Poupette, pour la ramener avec eux en Grande-Bretagne. Bon, ce départ inquiétait fort la Dame Picard, puisque sa fille était enceinte, et c'était une jeune femme qui était cardiaque. Et le fait qu'elle soit en mauvaise santé, en plus à nouveau enceinte, c'était le comble de l'angoisse pour la maman, évidemment. Et puis d'autant que les époux May n'avaient pas un centime, pas un sous-vaillant, pas de situation, rien du tout. Donc la Dame Picard s'inquiète beaucoup et elle se dit, et s'il était arrivé quelque chose à ma fille, si elle était morte, et si mon gendre, l'Anglais, qui avait toujours eu des velléités de partir en Nouvelle-Zélande, avait pris le bateau à Cherbourg en larguant le paquet qui la dérangeait, à savoir sa propre fille, la Poupette. Donc, Madame Picard va avoir des relations épistolaires avec le juge David et elle va surtout préciser à la presse qu'on peut reconnaître sa petite fille parce qu'elle a une tache rouge derrière l'oreille. Tiens, comme l'autre petite Pauline Picard. Mais qu'elle a 2 grains de beauté aussi. Et elle précise les endroits du corps. Alors donc, ça vient aux oreilles du juge David, qui va ressortir le rapport d'examen du corps de la petite Picard qu'on avait retrouvée à Cherbourg. Et on va retrouver effectivement cette histoire de tache rouge derrière l'oreille, mais pas les grains de beauté. Donc, il va prévenir Madame Picard de Paris que c'est pas la peine qu'elle se déplace, que c'est certainement pas Poupette. Voilà. Bon. Sauf que Madame Picard a de la suite dans les idées. On ne la lui fait pas. Donc, quand elle apprend que la petite fille revient à Cherbourg depuis la Bretagne, c'est le 14 juin, eh bien, elle saute dans le train et elle débarque, elle déboule comme une folle chez le juge David. Bon, en lui disant, monsieur le juge, je veux voir ma petite fille, parce que je suis persuadée que c'est elle. J'ai vu la photo, c'est ma petite fille. Le juge David, c'est un brave gars, il dit, bon, très bien, je vais vous emmener à l'hospice, puisqu'elle est repartie à l'hospice de Cherbourg et elle est prise en charge par les religieuses. Vous allez la voir. Et au premier regard, Madame Picard de Paris regarde la petite et se rend compte immédiatement que c'est pas sa Poupette. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Donc, elle veut donner les jouets qu'elle avait amenés pour Poupette, qui n'est pas Poupette, à la petite gamine, dont on ne sait pas qui c'est du coup maintenant. Et la gamine se met à pousser des hurlements effrayants comme si elle avait vu le diable. Et c'est du juge finalement qu'elle acceptera les cadeaux de cette brave dame qui repart bien mariée puisqu'elle a perdu sa petite fille de vue. Voilà. Et puis il va se passer un événement absolument incroyable. Cet enfant ne parle pas. Vous le savez, elle ne dit pas un mot. Elle ne semble pas comprendre. Et voilà qu'au mois de juillet 1922 va se passer un événement plutôt singulier. Alors qu'elle s'entend bien avec les religieuses, qu'elle est revenue de bonne humeur, que les religieuses la trouvent charmante parce qu'elle est très mignonne, elle pose pas de problème. Et bien là qu'un matin, elle cause.
Et elle cause comment? En pur breton. Mais alors breton de chez breton, hein, pas un mot de français. Et comment on sait c'est du breton? Parce que on va appeler le concierge, qui lui est du Finistère. Et on va lui dire, voilà ce qui se passe, on pense qu'elle parle breton. Et effectivement, elle parle breton et elle n'arrête pas. Elle cause tout le temps. Et il y en a un qui est vachement étonné. C'est le concierge breton, parce qu'il dit quand même, j'ai entendu les Picards parler. Ils n'avaient pas de vocabulaire, ces gens-là. Sauf que la petite Pauline, là, elle cause vachement mieux le breton. Elle a plus de vocabulaire d'eux. Elle est restée un mois là-bas, et apprendre le breton comme ça en si peu de temps et avec autant de mots, le voilà bien étonné. La presse va être avisée de ça. Les religieuses confirment aux journalistes qui sont venus à l'hospice que la gamine, effectivement, parle breton, qu'elle parle souvent de la ferme de Guassaldoudou, du cheval, de ses frères et sœurs. Bah, voilà autre chose. Le 9 septembre, il y a une jeune femme de Saint-Révoil qui va venir, qui était une voisine des Picards, qui est une voisine des Picards et qui a bien connu Pauline avant qu'elle disparaisse. Et elle va la reconnaître immédiatement. L'enfant n'a pas l'air de la reconnaître, mais elle la reconnaît. Il n'y a aucun doute, c'est Pauline Picard. Il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Finalement, il y a des pistes partout. Elles n'aboutissent à rien. Et la justice en a assez. Donc le tribunal de Cherbourg va décider d'en rester là. Il va décider que c'est une enfant sans nom, qui n'a pas de parents, on ne sait pas qui elle est. Donc le tribunal civil cette fois, parce que avant c'était le tribunal pénal qui s'occupait de l'instruction, le tribunal civil va décider que cet enfant, qui doit avoir un nom et un état civil, va être déclarée, on va lui donner d'office un nom. Et elle va s'appeler très exactement, elle va avoir également une date de naissance, et elle va s'appeler très exactement Marie-Louise Marcel Pauline. Et ce jugement, rendu par le tribunal civil de Cherbourg, sera rendu le 23 juin 1923. Et là, cette pauvre enfant aura une bien courte vie, puisque comme l'autre Pauline, elle disparaîtra prématurément. Et ce, le 1er janvier 1924, lors d'une épidémie de rougeole. Voilà. Donc cette histoire de Pauline Picard est un cold case, comme on dit, qui ne sera jamais résolu. Avec des synchronicités, des trucs, mais absolument surprenants, qui ne seront jamais élucidés. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et cette histoire ne s'est pas passée n'importe où. Parce que moi, je regarde toujours les lieux où il se passe des trucs bizarres. Et là, c'est quand même un peu bizarre. Donc, je me suis intéressée au site où la petite a disparu, où elle vivait. Et là, j'ai pas été déçue du voyage. Parce que je me suis aperçue que cet endroit était un endroit tout à fait particulier de la Bretagne. C'est la région, le territoire du Yonne-Hélaise, où circule une légende qui est celle du Dioudig. En fait, Guassaldoudou se trouve en plein dans cette fameuse lande du Yonne-Hélaise. Et selon les traditions bretonnes, tout ce territoire, celui de Brénélis, la commune de Saint-Révoil et tout ça, eh bien, ça fait partie de ce Yonne-Hélaise qui n'est rien d'autre que le passage de l'Ancou qui mène vers la porte de l'enfer que l'on nomme Youdig, là-bas. Et rappelons que l'Ancou, c'est pas le diable, hein. C'est simplement le serviteur qui va ramasser les âmes errantes pour qu'elles ne deviennent pas ce qu'on appelle en breton des anaons, hein. Des anaons, très exactement. Et vous avez tous entendu parler de cet Ancou qui passe avec son cheval et sa charrette qui grince, et dont il se dit que si vous entendez le grincement de l'essieu de la charrette de l'Ancou, eh bien votre tour va venir d'un jour à l'autre. Donc c'est pas très rassurant. Donc Saint-Révoil et le Guassaldoudou, c'est en plein Yonne-Hélaise. Alors le Yonne-Hélaise, autrefois, c'était d'anciens marécages asséchés. Donc c'est une tourbière, c'est une vaste tourbière. Et cette tourbière va être noyée par les eaux, puisqu'on a créé un lac, qui sera le lac de Brénélis.
en 1966. Mais en 1922, il n'y a pas de lac, c'est vraiment de la lande et de la lande. Et le trou du Youdik, ce qui est quand même très amusant, va exactement se trouver à l'endroit où on va mettre le lac en eau. Donc, il va être noyé définitivement. Et ce trou du Youdik, les écrivains bretons vont souvent en parler comme les habitants de la région. Parce que c'est un portail vers l'enfer, c'est une porte. Et on disait qu'il fallait, pour trouver ce portail, marcher sur le chemin élastique de la tourbe. On savait à peu près où il était. Et plus on avançait près du Youdig, plus on s'enfonçait. Et quand on arrivait devant quelque chose qui ressemblait à une sorte de mare verte, eh bien on tombait devant ce trou sans fin que personne n'a jamais essayé de mesurer, mais où on pouvait disparaître, où n'importe qui pouvait disparaître, y compris une bête. Et ce Youdik, ça veut dire petite bouillie en breton. D'aucuns diront qu'il y avait quelque chose de très spécial qui se passait dans le Youdig. C'est que plus d'un l'ont vu se mettre à bouillir. Et quand ça bouillait, il fallait partir au grand galop. Car qui se pencherait vers l'eau en train de bouillir au milieu du Youdig serait immédiatement attrapé pour être englouti et disparaître entre les mains des puissances infernales. Il se dit aussi que dans des temps reculés, nombre de disparitions inexplicables ont été comptabilisées dans la lande du Young Helens. Ces gens se seraient perdus. Il se dit que de nombreux brouillards apparaissaient soudain et d'un seul coup, des gens disparaissaient et on ne retrouvait jamais leurs cadavres. Et puis, il n'y a pas que ça. D'autres ont évoqué très souvent dans la lande la présence de lumières sautillantes, de grosses ou de petites lumières sautillantes. Et dans ces cas-là, il fallait fuir là aussi. Bon, d'aucuns diront que c'était les feux follets. Effectivement, c'est assez courant dans les lieux de tourbière, parce qu'une décomposition, ça crée des gaz, ça peut s'allumer. Bon. Il y a aussi ces cris démoniaques et sinistres que l'on entendait résonner depuis le fond et aux abords du Youdig. Alors, des ornithologues modernes vont dire « Oh, ça, on sait ce que c'est ». À l'époque, il n'y en a plus maintenant, mais à l'époque, c'est devenu une réserve naturelle d'ailleurs, ce coin-là. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une sorte de héron qu'on appelait le butor étoilé. Et ce butor avait un cri très particulier qui se ressemblait à celui d'une corne de brume, qui donc pouvait être assez impressionnant. Et puis, il y a un écrivain breton qui a beaucoup écrit sur le Young Helens et le Youdig. Il s'appelle Anatole Lebras. Et il va dire qu'autrefois, on venait jeter les âmes dans le Youdig selon un rituel tout à fait précis. Que voilà. Alors, quand un défunt qui avait une âme mauvaise décédait, une âme noire, eh bien, on appelait un prêtre exorciste. Et ce prêtre exorciste enfermait l'âme du défunt mauvais dans un grand chien noir. Et ce chien noir, ce chien maudit, était conduit ensuite chez le recteur, donc le curé de Brasparts, et celui-ci prenait alors le relais de l'exorciste et parfois accompagné du maire, emmenait le chien noir au Young Helens à la tombée de la nuit afin de le précipiter dans le trou du Youdig. Il se dit que dès que le chien avait plongé dans les eaux, celle-ci se mettait à bouillir, les portes de l'enfer se refermaient ensuite sur le chien maudit. Mais avant qu'elle ne l'engloutisse dans les entrailles du marais, ses hurlements à ce chien étaient si terribles qu'il était conseillé de se boucher absolument les oreilles et surtout de rester à plat ventre, ne surtout pas se lever, car au moment où les portes de l'enfer se renfermaient, la terre se mettait à trembler et on entendait alors résonner de terribles clameurs. Et une fois que le silence était revenu, il fallait courir très vite pour s'éloigner de ce Youdig et surtout sans se retourner. Car qui avait la curiosité de se retourner l'aurait payé fort cher. Des bras invisibles l'auraient immédiatement saisi et entraîné à son tour dans ce trou de l'enfer. Ceux qui s'y sont risqués auraient perdu la vie, on ne les aurait jamais retrouvés. Il se dit aussi qu'on entendait parfois des hurlements de chiens
ces grands chiens noirs qui sortaient du trou et qui venaient aboyer dans la lande. C'est alors que l'on pouvait voir s'élever au-dessus de la chapelle du Mont-Saint-Michel de Brasparts, car il y a également un Mont-Saint-Michel à Brasparts, qui se trouve en haut d'une petite chapelle, en haut d'un petit mont, qui est d'ailleurs le mont de Brasparts est le mont le plus haut des monts d'Arrée, il mesure 381 mètres de haut. Et bien, on voyait au-dessus de la chapelle dédiée à l'archange une immense lueur quand les chiens hurlaient. Et l'ange immense apparaissait dans la lumière avec son glaive à la main. Il baissait sa lame et aussitôt les chiens retournaient au Yodig et retournaient dans l'enfer. Voilà. Donc vous remarquerez une chose, et ça c'est assez fréquent, c'est que dans les lieux qui sont des lieux maudits, il y a souvent un lieu dédié à l'archange Saint-Michel. C'est pratiquement systématique en France. Et ça a une autre caractéristique d'ailleurs, ces lieux-là, c'est que c'était des lieux de culte qui étaient autrefois dédiés au dieu solaire qui était Lugh chez les Celtes, et qui parfois ont été repris par les Romains. Par exemple, au Mont-Saint-Michel, il y avait un culte solaire avant d'avoir la belle abbaye. Sur le mont Dol, qui est le pendant du Mont-Saint-Michel, mais dans les terres, et qui se trouve à quelques distances, eh bien, vous avez également à son sommet une chapelle dédiée à Saint-Michel, mais c'était autrefois un culte solaire également. Eh bien, sur le mont Brasparts, c'est exactement la même chose. Et ce mont Brasparts, il est où? Eh bien, juste en face, le petit hameau de Guassalloudou. Il faut se méfier aussi quand on se balade la nuit dans la lande du Yon Elez, puisqu'il y a les lavandières de la nuit aussi. Ah, les lavandières de la nuit, elles sont terrifiantes. Ce sont des lavandières devenues sorcières. Et elles lavent et relavent un linge affreusement souillé pour leur éternité. Ce sont des âmes maudites, des âmes errantes, nommées Anaon. Si vous les croisez et qu'elles vous proposent de les aider à tordre un linge mouillé, surtout n'acceptez pas. Car ce linge vous attrapera les mains et vous entraînera dans leur lavoir où vous serez noyé. Et vous partirez alors vers les enfers du Yodig. Alors tout ça, c'est la légende, mais... Ah oui, il y a les Korrigans aussi. Alors les Korrigans, il paraît qu'ils pullulent là-bas. Alors ce sont de petits êtres qui ressemblent à des lutins, dont on dit que là-bas, ils dansent un petit peu partout. Ils ont des yeux rouges et lumineux, des oreilles pointues et ils sont dotés de pieds de bouc. Alors ils peuvent être très bienveillants et très farceurs, mais aussi très malveillants et vous faire des trucs pas sympas du tout. Alors tout ça, c'est la légende. Mais vous avez également l'histoire. L'histoire avec les druides. Car le mont de Brasparts, qui est devenu le mont Saint-Michel après, eh bien, était un lieu de culte druidique très ancien. Très ancien, et tout le territoire de Saint-Révoil et du mont Saint-Michel autour était un site sacré. Il y avait, bien avant l'arrivée des druides, d'autres êtres, d'autres intelligences qui ont érigé des mégalithes, et notamment un mégalith qui se trouve entre le lac de Brénélis, le fameux lac, et le mont, et qui s'appelle le Roquinarche, le mégalithe de Roquinarche. Et ce mégalithe, comme par hasard, on l'a surnommé le rocher du diable. Et ce rocher existe toujours, mais du moins sa base, puisqu'en 1950, cet énorme mégalithe a été coupé en deux par un coup de foudre, ce qui est quand même pas rien, puisque alors, pour couper un rocher en deux, il fait plus qu'1,50 m de haut au lieu de 3,50 m. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que la culture druidique est toujours en vigueur au mont Brasparts, au mont Saint-Michel de Brasparts, puisque chaque année, à chaque fête celte, et en particulier lors du Nouvel An, vous avez les druides bretons qui se réunissent sur le mont pour célébrer une cérémonie. Ils le font sur le haut du mont. Et cet endroit, vous pouvez le voir sur la photo, c'est un endroit où vous avez la chapelle d'un côté et vous avez le cercle druidique où se célèbrent les cérémonies, où se célébraient autrefois les cérémonies au dieu Lugh, qui est toujours visible. Donc c'est une belle région, hein, je vous conseille d'y aller. Je précise également que ce mont Saint-Michel de Brasparts est un ancien cône volcanique très énergétique et que dans cette région, il y a un taux de radioactivité qui n'est pas négligeable. Et ce taux de radioactivité a malheureusement été aggravé
car dans cette région, il s'est construit une centrale nucléaire. Ce qui a fait mettre en eau une partie de la lande de Ljungelen, qui était d'ailleurs la partie où il y avait le trou du diable, donc le Judig. Ça a été mis en eau par EDF pour créer un grand lac, c'est très beau d'ailleurs, en 1966. Et sur les rives de ce magnifique lac, eh bien, il y a une affreuse centrale nucléaire. Et cette affreuse centrale nucléaire, qui était en fait un truc qui est de fabrication d'eau lourde aussi, je crois, n'a eu que des problèmes. Et en plus, les autonomistes basques s'y sont mis, puisqu'ils ont fait sauter un certain nombre de choses de la centrale en 75 et 79. Et elle a tellement mal fonctionné, cette centrale, et il y a eu tellement de problèmes avec ça, qu'il a été décidé de sa fermeture en 1985. Et à partir de 1985, il y a eu divers incidents, du genre inondation, les eaux du lac ont monté, et le feu. Des feux spontanés, on ne sait pas trop comment, qui ont causé des problèmes à 2 reprises depuis l'année 2006. Toujours est-il que depuis 1985, nous sommes en 2018, elle n'est toujours pas démantelée. Il semblerait que le cœur de son réacteur soit toujours actif et n'en finisse plus de refroidir. Et aux dernières nouvelles, et j'ai vu la presse récemment quand je me suis intéressée à la chose, eh bien figurez-vous que son démantèlement, la fin de son démantèlement n'est prévue que pour 2038. C'est-à-dire que de 1985 à 2038, on aurait essayé de démolir, enfin de démanteler cette centrale, ce qui est quand même pas banal. Et cette centrale, on n'en parle jamais. Mais c'est une vraie cochonnerie, puisque ponctuellement, on fait des prélèvements dans les eaux du lac de Brennilis et dans la Lande, et on s'est aperçu, lors d'analyses qui ont été réalisées en 2006 et 2009, qu'il y a un taux de radioactivité qui est tout à fait anormal à cet endroit-là. Donc cette centrale pollue toujours et que ce n'est certainement pas, vu les taux, la pollution naturelle des monts d'Arrée, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse énergie là-bas. Donc je dirais, pour en terminer, que l'ombre du diable du Judig n'a pas fini de planer sur la lande de Ljungelen, où s'est passée cette tragique histoire de la petite Pauline Picard. Voilà. Et voilà un cold case qu'on ne pourra pas résoudre malheureusement, même avec toute la technologie de notre époque. Ça restera au fond des cartons. Pourtant, il y a quand même bien 2 choses qui auraient dû interpeller les enquêteurs à l'époque. Hein. C'est déjà le fait de retrouver les petites affaires bien pliées à côté de Pauline. Bon voilà, ça choque personne. Et puis aussi le fait que les animaux sauvages, les bêtes sauvages, c'est vrai qu'elles s'attaquent aux viscères en premier et pas forcément aux membres extérieurs. Et là aussi, ça n'a inquiété personne. Mais on va mettre ça sur le fait qu'à l'époque, peut-être que les enquêtes policières n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, ce qui a pu se passer. Bon, il y a le côté paranormal, why not, hein. Enfin bon, j'y crois pas trop, mais quand même, il y a des synchronicités étonnantes là-dedans. Moi, je pense que ça, parce que quand même, cette autopsie, on n'a jamais retrouvé les viscères, on sait pas où ils sont passés. On a vu qu'il y avait une tête d'homme à côté du cadavre qui correspondait pas au corps. Enfin, il y a des tas de trucs qui ne vont pas. Moi, je pense, plus les vêtements dont tu viens de parler, c'est que ce serait l'œuvre de quelqu'un de la bonne société qui était un serial killer ou qui avait un trafic ou un truc comme ça et que la gamine a été victime de ça. Outre le fait qu'effectivement, il y a des trucs absolument, des coïncidences et des synchronicités absolument troublantes. Enfin, c'est une drôle d'affaire. Voilà. Mon sentiment. Effectivement, c'est une drôle d'affaire, mais c'est une affaire qui aura en tout cas eu le mérite d'enchanter notre soirée malgré le côté tragique de cette histoire, bien entendu. Eh bien, Elisabeth, on te remercie encore une fois de venir nous conter tes histoires extraordinaires. Et puis, j'espère qu'on te revoit bientôt en 2019. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Allez, écoute, je te fais de gros bisous à tous, et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et rendez-vous en 2019 pour de nouvelles histoires extraordinaires d'Elisabeth de Caligny sur Miasme TV. Ciao, ciao.